Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Protecteur. Avant de passer à notre prochain invité, Maître Stéphane Enfield, il y a une déclaration d'un professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal qui sort ce matin, Carole Simard, professeure en Sciences Po à l'UQAM. Et elle dit ceci, c'est savoureux, c'est comme si on mangeait un gâteau au fromage bardé de chocolat ensemble. Alors, une petite pointe, hein? On se fait plaisir. Notre présidente de syndicat parle au nom de tous les professeurs en faisant croire aux gens que tous les professeurs sont derrière les étudiants et cautionnent ce qui se passe à l'université. Et elle termine en disant « Ce n'est pas vrai ». Je le sais que c'est pas vrai. Le gars qui m'a enseigné le français en secondaire 2, quand j'étais au collège, Jean-Guy Prévost, il enseigne en Sciences Po. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus non plus. Il me disait à la blague l'autre jour, il dit depuis, ça va faire 20 ans quasiment que j'enseigne là, je n'ai jamais été capable de finir une session. Évidemment, on blague, là, mais il y a un fond de vérité. Il n'en peut plus. Alors, c'est pas tous des débiles. Maintenant, il y a cette histoire étrange, là, puis il faut qu'on nous explique vraiment les affaires, mais sachez que devant la Commission du statut de réfugié de l'immigration, puis à l'Agence du revenu et des douanes et de l'immigration et de tout ce que vous voulez, on a de la misère à avoir de la documentation en français, tellement qu'en 2012, notre ami Mario Beaulieu, le militant maintenant chef du Bloc québécois, avait fait une manif devant les bureaux du complexe Guy Favreau. Je vous passe l'extrait et on s'entretient avec Stéphane Enfield tout de suite. Et ça fait la troisième fois que le mouvement Montréal français et le mouvement Québec français organisent des manifestations devant le tribunal de l'immigration fédérale à Montréal. C'est complètement inacceptable qu'on soit obligé de descendre dans la rue pour faire respecter non pas le statut du français comme langue commune, mais simplement le droit pour les avocats de fonctionner en français. Bon, alors en principe, là, qu'est-ce qui se passe au fédéral? C'est pas supposé être bilingue dans l'administration publique? On a Stéphane Enfield au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Racontez-nous un peu le dossier. Ça fait quand même un petit bout de temps que ça roule. C'est pas nécessairement relié à l'intervention de Mario Beaulieu en 2012, mais la problématique demeure un peu la même, là. Exact. On se rappellera qu'en 2012, lors de l'intervention là, de la Société Saint-Jean-Baptiste et du président Mario Beaulieu, à l'époque, le tribunal de l'immigration voulait m'empêcher simplement de procéder en français devant le tribunal. Alors évidemment, il y avait eu des manifestations et la Cour fédérale s'était penchée sur la question et elle avait confirmé le droit de pouvoir procéder en français. Maintenant, dans le dossier qui est paru ce matin dans le journal La Presse, alors on est à un autre niveau. On a un individu qui a été membre de l'armée lors des conflits en ex-Yougoslavie, oui. Arrive en 2013 au Canada, fait une demande d'asile, sa demande est étudiée, évidemment, il ne comprend ni le français ni l'anglais, alors il a l'obligation de choisir l'une des deux langues officielles du Canada oui. pour pouvoir procéder à son audience, à son dossier. Alors, monsieur était représenté à l'époque par un autre procureur et ils avaient choisi le français comme langue de procédure. Oui. Alors, sa demande d'asile, malheureusement, avait été suspendue, le traitement avait été suspendu, puisque monsieur était sous enquête par l'Agence du service frontalier du Canada concernant son implication dans le conflit armé en ex-Yougoslavie. Cette enquête, cette investigation dure 2 ans. En 2014, donc, l'agence décide de procéder devant le tribunal de l'immigration à une enquête d'interdiction de territoire pour son appartenance à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. OK, donc il serait expulsé. Il fait face à l'expulsion. Exact. OK. Et pire, pendant cette procédure-là, sa demande de statut de réfugié, elle est suspendue. Et si l'enquête avait procédé et que monsieur avait été interdit de territoire sur cette base-là, sa demande de statut de réfugié au Canada aurait été rejetée parce qu'elle aurait été jugée inadmissible au Canada. Exact. Et la mesure d'expulsion aurait été exécutée. Préséance, oui. Alors, donc, 2014, le ministre, sans se soucier du fait que monsieur, depuis 2013, avait choisi, donc, dès le départ, de procéder en français, donc, 1 an plus tard, décide de déposer de la documentation, on parle d'environ 500 pages de preuves, uniquement en anglais, alors que le ministre sait que l'audience est en français, et il a une obligation, de par les règles, de devoir soumettre la preuve dans la langue des procédures choisie par l'individu qui est visé par ces procédures, en l'occurrence le français. Donc, au fond, là, on a un problème. Là. On a le droit de procéder en français, puis on a le droit de plaider en français, puis eux déposent des documents en anglais.
Et non seulement qu'on a le droit, M. Gendron, de procéder dans cette langue-là, mais le ministre a l'obligation, c'est pas selon son bon vouloir, exact. Il a l'obligation de soumettre la preuve dans cette langue des procédures. Si c'était l'anglais, il aurait dû déposer les documents en anglais, mais dans ce cas-ci, c'est le français. Alors, il faut traduire. Évidemment, débute là une série de remises, de tractations. Le ministre, à chaque fois, nous dit, on se présente à la cour, j'ai pas encore les documents, ça s'en vient. Et là, une des explications, c'est que ça prend du temps pour obtenir cette traduction et que ça va coûter, au bon mot, environ 75 à 100 000 $ pour traduire environ 500 pages de documents. Donc, on parle de 150 à 200 $ de traduction par page, ce qui m'apparaît un non-sens. Bref, après environ une année où on nous fait miroiter qu'on aura éventuellement cette preuve en français, le ministre, la semaine dernière, a tout simplement décidé de retirer sa demande d'enquête d'interdiction de territoire à l'encontre de monsieur pour sa participation présumée à des crimes de guerre. Mais là, ça fait à peu près, là, quand on regarde un feuillet, là, tu sais, des fois, on écrit des articles, là, puis on demande des traductions. Il y a même environ, je dis n'importe quoi, 500 mots. Ça revient à 40 cents du mot, là. C'est cher pas mal pour traduire. Ça n'a pas de bon sens. Avec qui ils font affaire, ces gens-là? Oui, en fait, et c'est la section de la traduction à Ottawa. OK. Et là, on ne parle pas d'une langue étrangère. Ben non, c'est pas en ourdou. De l'anglais au français. Ben oui, c'est assez banal, là. Tu sais, s'il faut payer pour traduire de, puis puis Oui, et j'imagine également que des traducteurs anglais-français, ça doit être quand même assez courant. Oui. Facile à trouver. Fait que là, au fond, là, on garoche tout le dossier à terre, on se dit, hey, garde, là, c'est trop compliqué, là. Tu prends la pile de dossiers, tu mets ça dans l'égout, c'est fini, regarde, on oublie ça. C'est ça la position, là? En fait, à partir du moment où le ministre décide de retirer sa demande d'enquête, alors le tribunal n'a plus compétence, évidemment, pour entendre ce dossier-là. Et donc, la demande d'asile que monsieur avait soumise en 2013 va pouvoir finalement être entendue. Je le rappelle, en 2012, la loi a changé et les demandeurs d'asile au Canada doivent être entendus entre 30 et 60 jours. Ça fait maintenant 2 ans. Donc, j'imagine que le tribunal va vouloir fixer cette audience le plus rapidement possible. Oui. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que la question de la traduction de documents, c'est vraiment la raison qui a fait que le ministre a décidé de ne plus aller de l'avant? Ou après 2 ans d'investigation et d'enquête, il s'est rendu compte que sa preuve était faible à l'encontre de monsieur? Il y a ça aussi comme question qu'il faut se poser. Oui, vous apportez un point. Évidemment, vous représentez monsieur, là. Vous êtes le procureur de ce gars-là. Mais on parle de façon objective. Là. Je ne veux pas vous mettre dans le trouble non plus. Là. Vous avez des intérêts à défendre, mais ça n'a pas de bon sens. Admettons que ce soit vrai, là, que le gars a fait des crimes de guerre. C'est peut-être même pas vrai. Mais admettons, c'est assez épouvantable qu'on laisse tomber un dossier parce que c'est trop de trouble. Mais c'est quoi cette administration-là de la justice à la con? C'est pour ça que je me dis, si effectivement les accusations ou les soupçons qui pesaient à l'encontre de monsieur étaient réellement fondées, je crois pas que le ministère aurait décidé d'abandonner. Pour 100 000 piastres. Écoutez, ils auraient pu tout simplement choisir les documents les plus pertinents. OK. Et vous savez, des rapports d'Amnesty International, là, ça se trouve également en français, là. Oui, mais regardez, admettons que c'est vrai ce que vous dites, là. OK, on va prendre l'autre hypothèse de travail. Oui. Ça veut dire que ces gens-là ont pratiquement sali la réputation du gars. La pâte à dents est sortie du tube. Puis après, on dit, c'est trop compliqué de la remettre dedans. Regarde, on met ça au vidange. C'est pas fort non plus, là. Oui, mais c'est sûr, je veux pas faire de procès d'intention envers qui que ce soit. Mais un comme dans l'autre, il y a de quoi qui marche pas, là. Ils ont très peu de ressources humaines. Alors, évidemment, c'est sûr qu'ils font avec les moyens du bord. Vous savez, d'un côté, on voit le gouvernement qui, le discours très sécuritaire, sécurité nationale. C'est incohérent. De l'autre, on coupe dans les ressources humaines, on coupe dans les ressources matérielles, on ferme des pénitenciers. Alors, c'est sûr que les gens font avec ce qu'ils ont. Puis souvent, ça va vite, hein. Les audiences, d'une enquête, la loi le prévoit, ça doit procéder avec célérité. Ouais. Alors, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de pression. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une question de traduction? Puis encore là, si c'est une question de traduction, je peux pas croire que ça te prend 2 ans faire traduire 500 pages, ça coûte 100 000 $. Mais non, ça n'a aucun sens. Ça tient pas la route. Un comme dans l'autre, c'est un catch-22, cette affaire-là. Mais je vous dis bravo. Merci. Bravo, tu sais, mais même au-delà du fond du dossier, bravo, parce que c'est vous qui avez fait cette bataille-là. On l'a vu passer à plusieurs reprises. La question du français, écoute, on vit au Canada, oui ou non? Oui, mais ça, c'est une autre question. Hein. Sincèrement, je croyais que tout ce débat-là était maintenant derrière nous. Oui.
que c'était clair que au niveau du tribunal de l'immigration, l'individu a le choix, évidemment, de procéder en français ou en anglais. D'ailleurs, il a l'obligation de faire un choix et je pense qu'on doit respecter ce choix-là. Oui. Depuis quand même plusieurs années, on le respectait dans la plupart des cas. Malheureusement, dans un cas comme celui-ci, manifestement, ça n'a pas été respecté. Parce que là, il faut bien entendre, se comprendre, hein, ce n'est pas un dossier qui a débuté en anglais et qui a eu un changement de langue par la suite. Même pas. Pas du tout. La preuve n'était même pas déposée au départ. Monsieur a choisi le français et c'est 1 an plus tard qu'on dépose la preuve et qu'on la dépose en anglais. Et donc, manifestement, on ne s'est pas préoccupé du choix de monsieur. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Et je vous fais une mise en garde, mon cher. Ne soyez pas tenté de virer péquiste à cause de ça. Bon, je sais que vous ne pouvez pas commenter. Non, effectivement. Merci bien. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est toujours un plaisir d'avoir Maître Stéphane Enfield sur nos ondes. Stéphane Enfield, que j'aime bien, un gars sympathique qui défend la cause des immigrés. La cause des immigrés. Oh mon Dieu, on va aller à la pause. On va à la pause.